retrouve pour la deuxième partie de l'entretien. Donc cette fois, après nous être tourné vers votre parcours, nous allons nous tourner davantage vers votre pensée, notamment sur votre pensée de la non-reproduction. Donc pour commencer, vous dites dans la première section de votre livre, Les transclasses ou la non-reproduction, que la non-reproduction ne s'opère pas par génération spontanée. Dans l'allégorie de la caverne, les prisonniers ne sortent pas spontanément, on les délivre de force. S'il est impossible donc de concevoir une existence dont on n'a pas idée, qu'est-ce qui forge une telle idée? Alors, évidemment, pour pouvoir penser une idée de la non-reproduction, il faut qu'il y ait des modèles alternatifs qui permettent de prendre appui pour sortir d'une pensée monolithique. Et c'est la raison pour laquelle il m'a fallu réfléchir pour penser la non-reproduction, d'abord à des cas singuliers, et ces cas singuliers, outre mon propre parcours, ce sont des cas qui sont explorés avant tout par la littérature, notamment la littérature nord-américaine, la littérature aussi qui relate des parcours d'hommes et de femmes qui ont quitté leur classe sociale. Donc c'est à travers cette expérience d'écrivains qui ont pris pour, soit dans une forme autobiographique, soit dans une forme romancée, des parcours atypiques. Bon, le premier étant, à mes yeux, celui du Rouge et le Noir de Julien Sorel, qui est magnifiquement analysé par Stendhal, puisque là on a un parcours d'une amplitude vraiment très grande, petite bourgeoisie et puis ensuite aristocratie. Donc ça aussi nourrit ma réflexion. Évidemment, il y a aussi eu les analyses de type sociologique, ne serait-ce que celle de Bourdieu qui, tout en se penchant sur la reproduction, admet que ça n'est pas une loi des reins, donc il y a des cas qu'il appelle d'exception, la dilapidation de l'héritage, ou bien au contraire l'ascension, ce qu'il appelle l'ascension sociale d'enfants issus des classes populaires grâce à l'école. Donc tous ces éléments-là ont permis de commencer à réfléchir sur le sujet sans bien évidemment avoir d'emblée des instruments pour aller plus loin. Il a fallu forger des outils conceptuels permettant d'analyser les non-reproductions. Vous avez dû notamment vous détacher de cette idée d'ascension et de chute, puisque la sociologie évalue finalement les parcours en termes d'ascension ou de déclassement. Et du coup, vous avez cherché à trouver une axiologie neutre à travers le terme de transclasse plutôt que celui de transfuge. Comment vous avez élaboré cela? Disons que j'ai été assez gênée justement par le fait que la réflexion sur ce qu'on appelle la mobilité sociale est toujours parasitée par une récupération politique qui consiste à promouvoir les parcours qui proviennent d'un milieu défavorisé, pauvre, vers un milieu classe moyenne et bourgeoise, et à dévaloriser au contraire ceux qu'on appelle des parcours de déclassement qui viendraient de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie vers les classes ouvrières. Alors pourquoi cette volonté de sortir d'une axiologie? D'une part, quand on fait de la science, il faut se garder toute récupération politique, et très souvent ces parcours, surtout ceux qui sont ascensionnels, sont récupérés politiquement dans un régime méritocratique, au service de l'idéologie sur laquelle, quand on veut, on peut, qui permet de valoriser ceux qui sont sortis de leur classe sociale et de rendre responsables ceux qui sont restés sur place, et rendre responsables de leur misère et de leurs conditions précaires. Donc je voulais absolument sortir de ces jugements axiologiques, ne serait-ce que parce que, au fond, la manière dont ces parcours s'opèrent, les causes qui les déterminent, n'ont rien à voir avec la valeur de ces parcours. Ce n'est pas parce qu'on quitte une classe sociale défavorisée que l'on s'élève nécessairement. Ça peut être aussi une forme de dégradation si le pouvoir qu'on acquiert à travers le passage transclasse, c'est un pouvoir qui consiste à se mettre au service de la classe dominante, à devenir ce que Nizan appelle le chien de garde de cette classe dominante, et chien de garde d'autant plus redoutable qu'il connaît les codes sociaux du milieu dominé et saura d'autant mieux le manipuler. Donc je voulais un concept qui soit
éclairants, hein, qui mettent l'accent sur le passage, et c'est pour ça que j'ai parlé de transclasse, passer de l'autre côté, et dans l'idée de transition, c'est cette idée de passage, on pourrait dire horizontal, qui est valorisée sans qu'il y ait nécessairement ascension ou déclassement, puisqu'on voit très bien aussi qu'on peut, à travers ce que l'on appelle en sociologie le déclassement, s'élever d'une certaine manière, parce qu'on va s'ouvrir à la richesse d'un autre monde, où on va faire une expérience qui va nous rendre sensibles à la condition ouvrière ou à la condition précaire, et ce n'est pas nécessairement une perte, hein, ça peut être au contraire un gain. Donc la question du jugement vient après coup, hein, c'est la question du rôle que le transclasse peut jouer dans la société, le rôle politique, le rôle social. Le premier élément, pour moi, c'était d'essayer de comprendre ces parcours atypiques. Et je suis partie de l'idée bourdieusienne qui consistait à mettre à part les destins qui sont dits d'exception, pour retravailler ce concept d'exception dans la mesure où je ne pense pas qu'on ait affaire à des exceptions, parce que les exceptions apparaissent toujours comme anormales ou anomales, alors qu'il s'agissait pour moi de trouver des règles, de comprendre pourquoi certains ne reproduisent pas. Et je sortais également de cette idée que l'on avait affaire toujours à des transfuges de classe, précisément parce que ce concept, même s'il n'est pas erroné, il peut y avoir un mouvement de fuite dans le passage, ce concept ne permet pas de rendre compte de la totalité des parcours, puisque ces parcours ne sont pas systématiquement donc une forme de désertion, ils peuvent être au contraire une forme d'aspiration, de promotion de la part de la famille qui a poussé des enfants à avoir des conditions de vie meilleures que celles que les parents ont connues. Donc ce n'est pas forcément par rupture, ce n'est pas forcément par détachement du milieu d'origine que cela s'opère, et c'est pour ça qu'il fallait penser une réalité plus complexe. Et ensuite, quand on parle de transfuge de classe, on met surtout l'accent sur la manière dont un individu apparaît comme une sorte de trouble-fête dans le milieu d'arrivée. Donc on se place déjà du point de vue du milieu d'arrivée, du passage accompli, sans qu'on en comprenne les causes. Donc ça reste un peu énigmatique, on a toujours l'impression qu'il y a une sorte de transplantation. Et quand on parle de transfuge de classe, on est souvent enfermé dans la problématique de est-ce que celui qui est passé de l'autre bord a vraiment trahi ou est-ce qu'il reste fidèle? C'est une question qui se pose, mais ce n'est pas la seule. Donc voilà pourquoi je voulais un concept qui englobe tous les cas de figure et qui mette l'accent sur les causes du passage et les effets, hein, à travers une logique de l'entre-deux. Et notamment quand vous parlez de ce qui reste dans l'ombre, puisque finalement il y a une instrumentalisation politique qui fait qu'on va prendre certains transclasses pour montrer que l'immobilisme social n'existe pas, en disant que la reproduction finalement n'est pas une loi qui s'applique dans le monde social. Et justement, il y a ce rôle des affects que vous avez particulièrement cherché à mettre en évidence, notamment grâce à votre travail sur Spinoza, à Éthique 3, et à tout ce champ d'affects que Spinoza déploie très précisément. Et quel rôle justement ont les affects dans votre analyse de la figure du transclasse? Alors je voulais justement sortir de cette posture un peu héroïque du transclasse que l'on va mettre en vitrine comme une sorte d'alibi d'un volontarisme et d'une éthique de la responsabilité où chacun forgerait son destin librement et serait responsable de tout ce qui lui advient. Je voulais mettre l'accent sur le rôle des affects au sens large, c'est-à-dire non pas simplement les émotions ou les sentiments, mais l'affect, ça désigne toutes les modifications, tout ce qui produit un changement dans l'individu, et en même temps le retentissement que ce changement a dans l'individu. Chez Spinoza, l'affect, ça désigne, si je reprends la définition exacte, une affection de la puissance corporelle, c'est-à-dire une modification de la puissance corporelle qui l'augmente, la diminue, l'aide ou la contrarie, et en même temps l'idée de cette affection. Autrement dit, les affects, ce sont finalement des modifications psychophysiques qui ont un retentissement sur la puissance d'agir. Et il est vrai que dans une situation donnée, elle nous affecte au sens où elle produit des effets en nous, et ces effets peuvent être des effets de souffrance, de douleur, lorsqu'il s'agit d'une situation précaire, de honte sous le regard des autres, de désir de justice, de colère, et ces affects sont moteurs. Ils sont moteurs, ils n'ont pas nécessairement un sens unique.
je ne veux pas dire par là que la honte qui est souvent mise en avant par les transclasses soit nécessairement toujours un affect déterminant, puisque la honte, elle peut aussi bien pousser à effacer ce sentiment d'être humilié par les autres, par la recherche d'un monde meilleur, par le désir de fierté, mais la honte, elle peut aussi pousser à se replier sur soi, à se cacher, et donc rester dans la même situation en devenant silencieux et immobile. Même chose pour la colère, elle peut être extrêmement constructrice. Lorsqu'elle débouche sur une transformation avec d'autres, elle peut finalement être inversement quelque chose qui va aller à l'encontre de la justice revendiquée par le transclasse, puisque on va en faire une sorte d'archétype, de rustre et de menace pour la société, et cette colère risque de se retourner contre lui-même et être remâchée sous la forme du ressentiment. Donc les affects en eux-mêmes n'ont pas de valeur bonne ou mauvaise en soi, tout dépend des circonstances dans lesquelles ils vont être mobilisés, transformés, se combiner avec d'autres affects pour produire un changement, notamment par exemple dans le cas des transclasses où la colère peut être motrice, on le voit dans Black Boy par exemple, comment ce désir de sortir d'une condition où l'on est méprisé, où on interdit à un jeune noir de lire parce que le fait qu'il s'imagine écrivain, c'est vraiment une lubie qui aurait germé dans sa caboche de nègre, hein, c'est comme ça qu'on le fustige, mais il ne se laisse pas enfermer dans ces déterminations-là, et sa colère va être motrice, comme on le voit aussi chez Steinbeck avec les raisins de la colère. Vous dites que les leviers tels que les bourses sont des conditions nécessaires mais non suffisantes pour la non-reproduction et pour conjurer l'immobilisme social. Alors effectivement, on met souvent l'accent sur les conditions économiques, à juste titre, parce que sans aide financière, sans bourse, sans quotas, sans un système de leviers qui permettent d'arracher des enfants de classes populaires ou des classes ouvrières à la reproduction sociale, rien n'est possible. Mais si c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Autrement dit, il ne suffit pas de mettre en place des conditions économiques meilleures pour que l'on puisse changer de classe sociale, parce que d'une certaine manière, c'est beaucoup plus complexe. Encore faut-il que les enfants à qui on donnerait ces bourses se sentent autorisés à faire ce parcours, autrement dit, qu'ils se sentent légitimes à prendre en charge le désir d'une famille ou leur propre existence en rompant avec le milieu familial. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été assez frappée, quand on se penche sur les cas singuliers, j'ai été assez frappée de voir que dans une même famille, quand les conditions économiques et sociales sont identiques, quand des enfants peuvent bénéficier aussi de bourses ou de moyens financiers, les trajectoires ne sont pas forcément les mêmes. Il y a donc à penser une réalité plus complexe qui permet de comprendre les passages transclasses. Notamment, il faut comprendre la place dans la fratrie. Hein. Ce qui est très éclairant, par exemple, à cet égard, c'est le livre de John Edgar Weinman, Suis-je le gardien de mon frère, puisque John Edgar Weinman, en tant que jeune noir aîné de la famille, vivant dans le ghetto, porte les aspirations à une vie meilleure de sa propre famille. Donc, à l'école, encouragé par ses professeurs, il est extrêmement brillant, et il va donc connaître un parcours universitaire et puis devenir écrivain. Ses frères et sœurs lui emboîtent le pas, et le petit dernier, Robbie, précisément parce qu'il n'a que des modèles de réussite scolaire, quand on le voit passer dans la rue, on dit ah, ben c'est un Weinman, il sera comme les autres, bon, à l'école. Et le petit Robbie n'a pas envie d'être comme les autres, il a envie d'être lui-même, il a envie de se distinguer. Et ce désir de distinction, comme il le dit au moment de son dialogue avec son frère, ce désir de distinction le pousse à opter pour une autre voie. Il ne voulait pas être un bourge, comme il dit, et il voulait être un rebelle. Et Robbie, à la différence de John Edgar, finira en prison à vie, derrière les barreaux, à la suite d'un braquage qui a mal tourné.
Donc là, il faut bien prendre en considération les situations singulières, c'est-à-dire le fait que les parents ont des aspirations, les fées se penchent sur le berceau, pourrait-on dire de façon métaphorique, c'est-à-dire qu'on hérite des désirs des parents, conscients et inconscients, et il faut se débrouiller avec ça. Hein. Donc la place de la fratrie est importante. L'orientation sexuelle, selon que l'on est homosexuel, hétérosexuel, le regard familial ou le regard social n'est pas le même. Donc on peut être incité à partir si l'orientation sexuelle n'est pas conforme à celle du milieu. Donc ça joue également hein, entre un frère et une sœur dont l'un serait plus conformiste par rapport aux mœurs sexuelles et l'autre plus en dissidence. On voit que ça va avoir un impact sur le parcours. Mais il y a également les rencontres amicales, amoureuses qui peuvent être décisives et amener à des bifurcations. Donc il faut penser pas seulement les conditions économiques, mais tout un faisceau de détermination, ce que j'appelais une complexion, hein, l'ensemble de fils qui sont tissés ensemble et qui constituent la trame d'une existence. Est-ce que vous pouvez développer sur ce concept de complexion chez Spinoza justement, puisque vous l'avez utilisé dans votre livre et que ça constitue aussi une trame importante de votre ouvrage? Effectivement, mon travail sur les transclasses m'a permis de comprendre que le concept d'identité tel qu'on le manipulait souvent en philosophie ne permettait pas d'appréhender ces parcours transclasses, puisqu'il n'y a pas d'identité immuable. Les transclasses commencent à déconstruire une identité sociale pour pouvoir effectuer leur passage. Ils prennent des distances par rapport aux codes sociaux de leur milieu d'origine et ils sont amenés en quelque sorte à se métisser en empruntant une partie des codes sociaux de leur milieu d'arrivée. Autrement dit, ils ont une sorte de transidentité, hein. Ils n'ont pas d'identité fixe, elle est flottante, et donc ce concept-là ne paraissait pas adéquat si on entend par là une sorte d'essence immuable qui définirait chacun, une personnalité fixe. Hein. Donc j'étais amenée à repenser autrement finalement les déterminations de l'existence, et c'est pour ça que j'ai convoqué ce concept d'ingenium chez Spinoza, que l'on traduit généralement par complexion. Alors l'ingenium, ça désigne un ensemble de traits qui sont de traits et de déterminations qui sont constitutives d'un individu, de son histoire singulière, mais aussi de l'histoire collective. Donc ça, c'est un nœud de détermination, d'affect, qui nous constitue. Alors ce nœud peut être plus ou moins lâche, hein, mais ce qui m'intéressait après dans cette idée de complexion, c'est l'idée, complectere, c'est nouer ensemble des fils. Et c'est aussi l'idée qu'on est toujours connecté aux autres. On ne peut pas se définir seul, on ne peut pas se définir avec une identité fixe. On a une complexion, c'est-à-dire qu'on se définit par ces relations et par ces fils noués, tendus, distendus, que l'on va reprendre, retresser autrement. Hein. Donc l'idée de complexion permettait de penser les mouvements, les changements, et en même temps un noyau qui demeure, hein, puisque ces fils sont noués ensemble, et ils peuvent se dénouer, se modifier. Donc je pense que ce concept-là vaut pour les transclasses, hein, qui n'ont pas d'identité fixe, mais il permet au fond aussi de comprendre finalement la manière dont chaque individu se définit au cours de l'existence, hein, puisque les identités ne sont pas données une fois pour toutes, l'essence ne précède pas l'existence. Et c'est pourquoi je pense que ce concept-là permet de saisir les différences fines, l'imbrication du même et de l'autre, qui va permettre de comprendre le parcours de chacun et le fait que toute existence consiste en permanence à se faire et à se défaire. Vous dites qu'on est moins choisi, on choisit moins de partir qu'on est choisi pour partir. Donc en un sens, qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette formule? Mais je pense que le passage d'une classe sociale à l'autre se présente sous la forme d'un choix simplement quand on a conscience de son désir, mais on ignore, pour reprendre une formule de Spinoza, les causes qui nous ont déterminés. En réalité, la plupart du temps, ce passage transclasse se fait avec le concours du milieu familial et social. Alors quand je dis avec le concours, ça peut être parce qu'on est propulsé ou expulsé par ce milieu. Propulsé quand, comme Annie Ernaux, on va venger sa race, on porte les aspirations à une vie meilleure de la famille, qui ne veut pas que les enfants reproduisent la misère des parents. Mais on peut être aussi
propulsé, donc non seulement propulsé, mais on peut être expulsé par le milieu qui ne veut pas en son sein le vilain petit canard qui se distingue des autres par son comportement, ses orientations sexuelles, par la manière de ne pas être intégré dans le milieu social. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne choisit pas de partir, on est choisi pour partir, au sens où, eh bien, d'une certaine façon, par la mise à l'index, on vous montre la route pour vous mettre à la porte, ou on vous trace un chemin à suivre pour satisfaire des aspirations frustrées, et en ce sens-là, on est toujours obligé de reprendre l'héritage antérieur d'une certaine façon. Héritage, si un héritage de pauvreté, eh bien, pour satisfaire les aspirations de la famille, eh bien, on va peut-être parfois entreprendre des études que l'on n'a pas véritablement désirées, mais pour être aimé, on va essayer de satisfaire finalement les aspirations et les orientations qui ont été prédéfinies de façon plus ou moins consciente par la famille. Donc voilà pourquoi ça n'est pas une affaire de choix, au sens où on aurait plusieurs possibles qu'on caresserait, puis on finirait par opter par l'un ou par l'autre, pour l'autre. Je crois plutôt que c'est un ensemble de déterminations qui se nouent, qui vont commencer à amorcer la trajectoire. Finalement, c'est comme si le transquête est en quelque sorte ventriloqué par une voix qui finalement n'est pas la sienne propre. Alors je crois que c'est pas propre au transclasse, d'une certaine manière c'est propre de tout individu, c'est-à-dire que pour pouvoir trouver sa voix dans tous les sens du terme, pour pouvoir parler en nom propre, d'abord il faut reconnaître que l'on parle à travers nous, l'on a des aspirations, quand je dis les fées se penchent sur le berceau, il y a déjà des souhaits, il y a déjà des aspirations, il y a déjà une trajectoire qui est initiée, un désir, ne serait-ce que ce désir qui a présidé, ou ce non-désir qui a présidé à la naissance, eh bien on en hérite, et avant de pouvoir dire je, eh bien il faut arriver à détricoter tout le nous qui est à l'intérieur. Alors ce n'est pas nécessairement une aliénation, puisque ce nous peut être une force, dans la mesure où il peut nous constituer, nous pouvons prendre appui sur lui, que ce nous soit le nous familial ou le nous de la communauté sociale à laquelle nous appartenons. Mais je crois que l'idée de parler en son nom propre est tout à fait illusoire. Le propre est toujours impropre d'une certaine manière, et on peut dire que c'est tant mieux, puisque c'est en reconnaissant ce qu'il y a de commun en nous que l'on peut devenir singulier d'une certaine façon, et le singulier ne consiste pas à renier le commun. Je n'est pas le contraire du nous, le je est tissé des nous, le je est tissé de toute une altérité, et c'est ce qui fait sa force et sa singularité aussi. Vous avez donc été amené à finalement, en quelque sorte, déconstruire le concept d'identité, et notamment à partir de la notion de flottement de l'âme, puisque justement le transclasse est pris entre différents affects qui souvent se contrarient entre eux et qui créent une sorte de fluctuation permanente. Effectivement, même si le passage n'est pas vécu de manière douloureuse sous la forme du déchirement, il y a nécessairement un flottement, la fluctuation animi, puisque l'expérience transclasse implique le choc de deux milieux. Et plus ces milieux sont contradictoires, plus le choc est brutal. Donc il est soumis à une logique de l'entre-deux, de la contrariété, et il s'efforce de résorber ces contrariétés pour pouvoir vivre. Alors ça peut être une force en même temps, parce que c'est une prise de conscience des tensions qui existent entre les classes sociales, de la lutte des classes. J'ai pu dire dans le livre que le transclasse a la lutte des classes à l'intérieur de lui-même, parce qu'effectivement, il peut être partagé entre ces deux milieux, c'est-à-dire à la fois marqué par une forme de fidélité à un milieu antérieur, et puis une adhésion à un nouveau milieu. Donc toute la question, c'est de savoir si dans le passage, on trahit sa classe d'origine, si on lui reste malgré tout fidèle, ou si dans le passage, on ne perd pas son âme en adoptant les mœurs d'un milieu qui, parfois, quand il s'agit d'un milieu bourgeois, a tendance à cultiver l'entre-soi, à mettre des barrières sociales et à fermer la porte à toute la misère du monde pour pouvoir vivre en paix et jouir de ses propres privilèges. Donc
le passage transclasse, c'est toujours l'expérience de cette tension entre des mondes, et tension qui montre en même temps les contradictions sociales, qui devient une sorte aussi d'observatoire de ces contradictions sociales à travers l'expérience de ce passage et de ce flottement. Alors bien évidemment, l'idée de flottement peut sembler douloureuse au premier abord, mais comme je le disais au départ, dans l'idée de flottement, il y a aussi l'idée de flux, il y a aussi l'idée de mouvement, il y a aussi l'idée qu'un transclasse, eh bien, c'est peut-être le prototype d'une condition humaine fluide, ouverte, précisément parce qu'au lieu de rester replié sur un mode de vie prédéterminé, on le met à l'épreuve, et ça conduit aussi à se demander ce que l'on veut garder du milieu ancien, ce que l'on veut revendiquer, reprendre en son nom, et ce que l'on veut aussi reprendre du milieu d'arrivée. Autrement dit, il ne s'agit pas nécessairement de s'adapter à toute force au milieu d'arrivée. On peut faire le tri, il y a un droit d'inventaire, on peut avoir envie de le métisser, d'apporter d'autres valeurs et de le faire changer également. Merci madame. Merci.